Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faut-il plutôt investir en bourse ou alors faire du trading? Cette question elle est intéressante. Ma chaîne YouTube s'appelle KMS Bourse et Trading et ça intrigue voilà, certaines personnes, notamment ceux qui débutent en se disant finalement acheter des cryptos c'est du trading, acheter des actions c'est du trading. Pas du tout, il faut quand même savoir faire la différence entre les deux. Et ce n'est pas pour rien que j'ai commencé par bourse avant trading. Pourquoi? Je vais aujourd'hui justement vous expliquer et en même temps, c'est un conseil que je vais donner parce que si je devais tout recommencer depuis le début, c'est comme ça que je l'aurais fait. Et je sais que je serais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin aujourd'hui dans mon parcours, dans mes performances et ainsi de suite, qu'aujourd'hui si je l'avais fait comme ça. Pour moi, la bourse, c'est le meilleur moyen d'avoir un capital. Pour trader, bon aujourd'hui elle est propre firme, mais bon, pour ça c'est mitigé. Par exemple, celui qui s'y connaît bien en options, qui sont pour moi, ça reste quand même le top du top en termes de trading, les options. Bah, il n'y aura pas de propre firme, enfin peut-être un jour, mais pour l'instant il n'y a pas de propre firme option. On est obligé d'aller soit sur des CFD, soit sur des futurs, et donc obligé du trading actif. Donc on ne peut pas faire de la couverture et ainsi de suite. Donc ça ne parle que à une catégorie de traders. C'est pas un souci quand on a de l'expérience, mais tout le monde n'a pas d'expérience spécifique, n'a pas spécialement une stratégie qui a fait ses preuves, qui peut ensuite être automatisée pour améliorer les performances justement, parce qu'un algorithme est forcément meilleur qu'un humain, à partir du moment où il est capable de reproduire exactement ce que l'humain veut, ben, il le fera forcément mieux que l'humain parce qu'il n'aura pas les émotions, le stress, ainsi de suite, et la fatigue évidemment, que l'humain a. Donc il sera meilleur, ce qui est normal. Donc forcément, une personne qui débute n'a pas spécialement une méthode qui a fait ses preuves et qui est capable donc d'être codée, ainsi de suite. Et donc il va tester plusieurs méthodes. Dites-vous qu'il y a même des institutionnels, enfin, même je dirais les institutionnels, font des systèmes de trading différents en permanence. Ils codent je ne sais pas combien de méthodes différentes. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'en trouver une par contexte. Par exemple, dans un contexte d'inflation, dans une certaine période, il se passe des choses, des échanges, des choses ainsi de suite, qui font que le marché va réagir d'une telle manière. Ils vont faire un système pour trader ce système-là. Ensuite, on va rentrer dans un autre contexte où le marché va réagir différemment, ils vont faire un système pour ça, et ainsi de suite. Donc comme le marché change en permanence, ils sont tout le temps à l'affût de nouveaux systèmes de trading pour pouvoir s'adapter au marché. Les marchés, ils changent, qu'on le veuille ou non. Avant, moi je me rappelle, quand je tradais en 2013-2014, il y avait des mouvements qu'on pouvait trader où le marché, il partait en ligne droite. Aujourd'hui, la même news ou la même info ou le même peu importe, il va se déplacer avec des drawdowns quasiment à 80%. C'est-à-dire il va monter de 100%, retracer de 80, remonter de 110, retracer de 100 et ainsi de suite. Avant, ça partait ligne droite toute la journée jusqu'à l'Open US. Voire parfois jusqu'à la session asiatique et ça se poursuivait le lendemain à l'Open européen. C'était des mouvements de dingue. On pouvait vraiment faire des trades de fou. On pouvait faire des trades qui finalement faisaient une performance pour le mois en un trade. Tellement ça partait one shot dans un sens avec une volatilité, une force de fou malade. Aujourd'hui, il y a tellement d'algorithmes sur le marché qu'il y a trop de bruit, il y a beaucoup trop de drawdown, il y a beaucoup trop de respi, il y a beaucoup trop d'indécision à cause des algos haute fréquence. Ce qui fait que les marchés deviennent de plus en plus complexes et donc nécessitent de plus en plus de capacités, de connaissances, d'outils et ainsi de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, ceux qui ont réellement des résultats sont ceux qui traitent sur option. Ce sont les seuls qui peuvent montrer réellement des résultats. Moi, les personnes que je suis et qui montent leur track record annuel sont que des personnes sur option. Sur futur, c'est rare. CFD, on n'en parle même pas. Ils sont exclus. Propre firme, malheureusement, vous le savez, dans le monde francophone, on parle de personnes cagoulées à Dubaï qui sont les meilleures en propre firme, mais quand on va dans le classement des propres firmes, parce qu'ils classent donc leurs clients, les propres firmes, FTMO et autres, ils mettent des classements des meilleurs, ceux qui leur ramènent le plus d'argent en fait, et ils mettent le petit drapeau de quel pays vient. Il n'y a pas de drapeau français, il n'y a pas de drapeau émirati, il n'y a pas de ça.
Il n'y a pas de Français, c'est que des Indiens ou des qui travaillent avec des algos. Donc ils codent des algos et puis ils laissent l'algo travailler, comme je vous ai expliqué juste avant. Donc des personnes qui ont des connaissances en informatique et en finance. Et ils couplent les deux et ça donne des machines de guerre. Mais celui qui n'a pas la capacité de faire ça, voilà, moi, je me mets dans la peau, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est en 2024 maintenant, je me mets dans la peau de celui qui commence à mon âge, d'accord? Donc, enfin, à l'âge de moi, quand moi j'ai commencé, pardon. Donc j'avais 16 ans. Donc je me dis, voilà, aujourd'hui, admettons, j'ai 16 ans et je veux faire de l'argent avec les marchés financiers. J'ai deux possibilités en soi. On va pas inclure évidemment le marketing, l'affiliation, etc. C'est pas du trading, c'est pas gagner de l'argent avec les marchés financiers, ça. Ça, c'est s'inventer une vie et espérer que les gens y croient pour pouvoir derrière vendre des trucs. Donc c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de réellement générer de l'argent avec le prix, avec les marchés financiers. C'est ça l'idée. Donc voilà, moi j'ai 16 ans, on est en 2024, j'ai envie de gagner de l'argent. J'ai un petit patrimoine, j'ai un petit revenu parce que je me casse la tête, ok, je me casse le dos à faire des petits boulots à gauche à droite qui me permet d'avoir un petit patrimoine. Ce petit patrimoine-là, qu'est-ce que je peux en faire? Soit je peux acheter une propre firme et risquer de la perdre 10 fois, et donc au final, si on accumule le tout, ça fait une grosse somme. Mais comme c'est en petites fois, on ne le sent pas tout de suite, vu que c'est sur le long terme. Mais au final, on se dit que si on l'avait investi de manière progressive, ça aurait permis d'avoir déjà un capital. Mais épargner, donc c'est-à-dire mettre de l'argent sur un compte en banque et le laisser dormir en se disant quand il atteindra 10 000 ou 100 000, j'aurai enfin le capital que je veux pour trader, n'est évidemment pas la solution. Et c'est là que la bourse fait son apparition, qui pourrait être une alternative à la fois pour avoir un capital de trading, je vais l'expliquer tout de suite, et en même temps, qui pourrait être une alternative tout court au trading, je dirais. Dans le sens où, je ne sais pas si je me suis répété, mais c'est deux choses différentes. Donc une alternative pour avoir un capital pour pouvoir trader ensuite, et une alternative pour ne pas faire de trading, je veux dire. Donc dans le sens, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Soit pour faire du trading, soit pour ne pas en faire. Dans le sens où on peut se mettre à fond dedans et ce sera... Alors il faut de la patience, ça je vous le dis, la bourse c'est pas... La différence c'est que le trading vous permet d'avoir des résultats que vous voyez tout de suite et que vous pouvez retirer, mais très peu de personnes le font. On est d'accord que la grande majorité du temps sont des mythomanes et ne sont pas des personnes qui gagnent leur vie avec le trading. Raison pour laquelle ils font des vidéos, ils en sortent 2 à la journée les mecs. Hyper bien faites, montage de fou, etc. Donc clairement, on peut leur mettre comme titre que ce sont des monteurs vidéo. Moi, mes vidéos, elles sont pourries. Elles sont vraiment merdiques et je ne pourrais pas les améliorer parce que c'est pas mon domaine. J'aime simplement faire des vidéos YouTube et partager ma passion parce que plus tard, ça me sera utile de me revoir en fait, peut-être dans 10 ans, me revoir comment je pensais, comment je pense actuellement. Et dans 10 ans, me dire voilà, j'ai évolué aujourd'hui ou peut-être que ça, je l'ai gardé. Enfin voilà, simplement avoir un aperçu de moi maintenant, mais il y a 10 ans, avec la vision de 10 ans plus tard. Bref, ça me rapporte certaines choses qui me font plaisir. Et moi, même si c'est un vu ou deux vues, ça me dérange pas en soi si ça a permis d'aider des personnes, leur donner une certaine clairvoyance par rapport à une réalité en fait. Parce que le problème, c'est que quand on raconte de la merde sur YouTube, ça fait beaucoup de vues, beaucoup de partages, ainsi de suite. Quand on dit la vérité, ça casse le rêve des gens et donc forcément ça fait pas de vues. Mais je préfère être dans la réalité et avoir peu de vues plutôt que commencer à vous mentir et vous faire croire des choses qui sont fausses et faire un max de vues et vous faire baver. Ça m'intéresse pas. Je ne sais pas le faire et donc au final ça ne me dérange pas de faire peu de vues mais avec un contenu qui pourra en aider en tout cas une poignée de personnes. Donc au final je disais que la bourse peut réellement, avec beaucoup de patience, c'est ça l'inconvénient, mais au moins c'est du réel, au moins au final il y a réellement un résultat derrière par rapport à la patience, plutôt que des personnes qui vont pendant des années tester plein de méthodes et qui au final ne vont pas y arriver, et qui au final donc ce sera de l'argent et du temps perdu, alors que là, certes il faut patienter, certes il faut se priver, mais derrière il y a un résultat, un réel résultat. Sur 15 ans les marchés montent. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais nos ancêtres sont des acheteurs. Ce sont des acheteurs de terrain, ce sont des acheteurs de biens rares qui ensuite prennent de la valeur par le temps. Ils achètent de toute façon. Donc ils achètent, ils se privent, ils mettent de côté, puis dès qu'ils voient une opportunité, ils achètent, et ainsi de suite. Ce sont dans tous les cas des acheteurs. Donc
une réalité de business, de commerce qui fonctionne, qui existe depuis la nuit des temps, c'est l'achat. L'achat d'actifs, l'achat de choses qu'on comprend, évidemment, il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi, de choses qu'on achète et on se dit, dans le temps, ça va prendre de la valeur, ce qui veut dire que ça va monter. Donc si ça baisse pendant des années, mais la finalité de l'histoire, c'est que ça monte, c'est que ça sera d'office plus haut que le moment où on a acheté, c'est bon. Mais pas que, parce que là, ça serait raisonné en termes de rendement au prix. Sauf qu'en bourse, on ne raisonne pas spécialement en rendement en prix. Sauf quand on fait que de l'action à forte volatilité. Là, on va chercher justement à ce qu'une action fasse du x5, x10, x15, un peu. Là, on est dans le raisonnement de la crypto et de l'or. L'or ne ramène pas de rendement. L'or, au contraire, si vous achetez de l'or physique, va vous coûter de l'argent parce que vous allez devoir le stocker. Vous allez devoir donc le mettre dans des coffres, dans une banque pour le protéger. Donc, vous allez devoir payer des coûts. Ça va vous coûter de l'argent de le stocker. Donc, au contraire, vous payez de l'argent pour stocker de l'or. Donc, vous perdez de l'argent avec le temps. Donc, là, ce que vous devez faire pour en gagner, c'est le rendement, uniquement. Mais vous n'avez pas de rendement en dividende, par exemple, ou autre, avec de l'or. Les cryptos, pareil. Bon, les cryptos, bon, je ne m'y connais pas un max, je ne suis pas hyper calé, mais il me semble qu'il y a des cryptos qui permettent, c'est du stacking, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas exactement si c'est le même principe qu'une action qui permet donc d'avoir un rendement. Donc, le fait d'en détenir permet ensuite d'avoir comme une espèce de dividende en fait. Qui permettent de gagner des cryptos sous forme de dividendes quand on en détient, etc. Je ne sais pas, je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Et comme ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas aller là-dessus pour éviter de dire des conneries. Ça n'aura pas d'intérêt. Je parle de ce que je connais, le reste... j'aurai le temps de me documenter dessus et une fois que je maîtriserai mieux, je vous dirai ce que je sais là-dessus. Mais comme je ne maîtrise pas, voilà. Mais je pense que le fait de détenir beaucoup de cryptos comme le font les mecs qu'on entend qui vous disent d'acheter, si ça gagne en rendement, vous gagnez de l'argent. Mais si ça stagne pendant 10 ans, pendant 10 ans, si vous n'avez pas de rendement dividende, voilà, vous gagnez rien. Ça veut dire que oui, si ça explose 10 ans plus tard, vous avez gagné, mais pendant 10 ans, vous n'avez rien gagné. Donc si vous gagnez x10, x20, x30 en 10 ans, la bourse est 1000 fois, 1 milliard de fois mieux. Mais 1 milliard de fois mieux. Donc si les cryptos permettent d'avoir non seulement un rendement d'un point de vue du prix, et en plus un rendement en dividende, c'est intéressant. Si ça progresse avec le temps. Mais si ça stagne pendant 10 ans, puis ça explose 10 ans plus tard, je trouve pas que c'est ouf. Et donc, honnêtement, les marchés, quand on fait une statistique avec les marchés des obligations, les marchés des matières premières, les crypto-monnaies, les devises et les ETF et actions, évidemment, les actions surperforment tout. C'est les actions qui sont clairement depuis les années 1900 à maintenant, c'est clairement les actions qui sont au sommet en termes de performance, dans tous les sens du terme, rendement. Donc, je vais vous parler maintenant de comment moi, en tout cas, j'investis en bourse et comment il faut le faire pour justement en arriver à se fixer un objectif de se dire, au final, j'ai besoin de combien? Voilà, j'ai une méthode qui fonctionne en trading, je sais qu'elle fonctionne. Je ne veux pas passer par les propres firmes parce que voilà, j'ai envie de réellement, qui m'appartiennent réellement et de pouvoir travailler avec mon argent sans stress, sans condition, de le faire comme je l'entends, au rythme que je veux, basta. Mais ces 100 000 là, je les ai pas. Et j'ai pas envie de travailler toute ma vie pour avoir 100 000 et pouvoir ensuite les investir. Ça va pas. J'ai pas envie d'attendre autant de temps. C'est là où la bourse est super intéressante et on peut mettre une stratégie en place pour se dire, tous les mois j'investis autant, je suis jeune donc je peux très bien prendre sur moi, aller bosser au McDo, aller bosser à Domino's Pizza, peu importe, faire vraiment des tafs de merde, mais qui me rapportent de l'argent que je peux investir. De toute façon, je suis jeune. Là, je me mets vraiment dans la peau, je conseille vraiment les jeunes de maintenant, qui ont vraiment le temps de le faire en fait. Pour les plus âgés, c'est un peu plus compliqué, même si ça fonctionne, parce que les plus âgés, s'ils ont un métier qui ne leur dérange pas, qu'ils n'ont pas spécialement envie d'arrêter de sitôt et que ça ne leur dérange pas d'encore taffer pendant 10 ans dans ce milieu-là avant d'arrêter, alors ça va là pour vous aussi, bien évidemment. C'est plus un problème pour les personnes qui veulent arrêter leur boulot, en mode ils bossent à l'usine et ils n'en peuvent plus, vraiment ils sont en dépression et qui veulent arrêter au plus vite. Forcément, ils ne pourront pas mettre cette stratégie en place parce qu'ils n'auront pas la patience d'attendre jusqu'à ce niveau-là, malheureusement.
Donc, dans certains cas, ça va pas. Je suis pas un vendeur de rêve, donc je vais pas commencer à dire j'ai la méthode ultime pour. Certes, ça va marcher, mais c'est un sacrifice derrière. Donc, tout le monde n'a pas le cran, n'a pas le courage de le faire. Et c'est normal. D'une personne à une autre, on n'est pas pareil. Donc, moi, je m'adresse vraiment à la personne courageuse qui veut vraiment se battre, qui y croit, qui veut vraiment atteindre un objectif. Je vous dis de ne pas commencer par le trading, mais de plutôt faire de la bourse avant. Et une fois que vous avez atteint votre objectif boursier de capital, de portefeuille, retirez votre capital et cette fois le mettre dans un courtier évidemment régulé, sérieux, pour faire du trading ensuite. Et travailler avec cet argent-là plutôt que de travailler comme des chiens au McDo, de prendre de l'argent par-ci par-là, de le mettre dans des propres firmes, de les perdre, ensuite de le mettre dans un compte propre en se disant je vais essayer de faire un x10, puis hop, tout cramer, et ainsi de suite. Vous allez perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, et ainsi de suite. C'est pas productif, c'est pas, ça ne sert à rien de faire ça. C'est complètement inutile de faire ça. Donc je vous conseille, moi, d'investir de manière diversifiée, parce qu'on ne peut pas acheter toutes les actions. On peut, en fait, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie de diversification. Là, on va acheter des ETF qui regroupent plusieurs actions sérieuses, de manière diversifiée. Puis, on peut acheter des actions seules, où là, bah, vous avez le risque que si elle fait faillite, ou si elle ne progresse plus pendant un temps, vous êtes condamné. Votre capital, il est gelé, dans le sens où il ne progressera plus. Et tant que vous ne passez pas au-dessus de votre prix d'achat, bah, vous restez en négatif. Et il y a des possibilités que si elle a du mal, qu'elle ne vous verse pas de dividendes, donc c'est la merde. Donc ça, c'est le problème de l'action. Alors que l'ETF n'a pas ce souci-là. L'ETF, s'il y a une action parmi son panier d'actions qui est en négatif ou en faillite, il le retire et il le remplace avec une autre du même secteur. Ça règle le problème. Et souvent, eux, ils versent ces dividendes sans aucun problème. Il y a des ETF qui ne versent pas de dividendes, comme c'est le cas que vous pouvez voir ici, où là, clairement, il est dit. Donc, il faut se renseigner évidemment un minimum. Mais clairement, moi, je me suis diversifié dans tout. C'est-à-dire que mon portefeuille à moi, c'est des ETF qui touchent à l'intelligence artificielle. Donc clairement un ETF basé sur tous les secteurs liés à l'intelligence artificielle, le big data, à la cybersécurité, parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Si on part sur des nouvelles technologies, sur un monde de plus en plus informatisé, la cybersécurité doit être là. Sinon, il y a pas de ça. Tout s'écroule. Si on commence à avoir des cyberattaques dans tous les sens, ça ne peut pas progresser. Il faut obliger sécuriser le projet. Donc pour moi, la cybersécurité va avec. Donc forcément, ETF sur la cybersécurité, j'en ai un. ETF sur les nouvelles technologies, enfin sur la technologie en général, donc tout ce qui est les secteurs liés à l'informatique et ainsi de suite, l'électronique et ainsi de suite, j'en ai un. J'en ai sur les énergies vertes, j'en ai sur les énergies en général, non, plutôt sur les nouvelles énergies plutôt, qui regroupent les énergies vertes, ainsi de suite. Sur, franchement, sur tous les secteurs, sur les pays émergents, sur, franchement, des ETF sur tout type de secteur qui, pour moi, dans 20 ans, 30 ans, seront le nouveau monde, en fait. Comme moi, je l'ai imaginé. Sur la blockchain, sur un ETF sur la blockchain, pareil, qui est quasiment corrélé au Bitcoin, hein, clairement. Ouais, sur les matières premières, sur franchement tous les secteurs. Je me suis diversifié sur tous les secteurs, mais je prends le panier complet. Donc, je suis diversifié sur, pour moi, tous les secteurs qui seront toujours un besoin pour nous, qui participeront à l'évolution du monde, mais qui en même temps sont un besoin pour nous, qui sont vraiment fondamentales. On ne pourra pas s'en passer. Se brosser les dents, on continuera de le faire, c'est des trucs qui resteront. Les voitures, enfin les moyens de transport, donc tout ce qui est dans le transport, on continuera à le faire. Un ETF qui groupe tous les business en ligne, c'est en expansion, clairement. Pour moi, les business en ligne, ça va faire qu'exploser dans le temps. Les gens continueront à s'intéresser à faire des business en ligne de plus en plus. Donc clairement, ETF sur les business en ligne, il y en a un qui est fait, je l'ai mis. L'ETF sur ouais, je peux continuer comme ça longtemps, mais sur je sais plus. Ah, les transports, je sais plus. Désolé, j'ai un trou. Encore une fois, je prépare pas mes vidéos, donc j'ai pas de sur en gros allez, les livraisons quoi de AliExpress, Amazon et ainsi de suite là ça porte un nom, je sais plus. Je ne sais plus, désolé.
je sais plus du tout le terme, ça porte un nom, donc le secteur de nanana. En gros, les camions qui transportent les marchandises d'un point A à un point B, ainsi de suite. Bref, ce secteur-là, j'ai investi également dessus. Donc il y a un ETF qui reprend tous les secteurs liés à ça. Et ainsi de suite, donc il y en a plein. Je n'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans, donc je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc là, on passe donc maintenant aux ETF. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ici, il y a un ETF qui ne verse pas de dividendes, donc forcément, je ne le conseille pas. C'est iShare, donc forcément, c'est BlackRock, il me semble. iShare, c'est BlackRock, si je ne me trompe pas. iShare, je crois que c'est BlackRock, lui. Si je ne me trompe pas, c'est BlackRock. Ouais, c'est ça, c'est BlackRock. Donc le plus gros hedge fund de la planète. Donc forcément, quand vous investissez dans les ETF d'iShare, ils en proposent plein dans tous les secteurs. Notamment ici, MSCI World. Donc vous investissez dans le monde entier, clairement. Donc tous les secteurs du monde, tout simplement. Tous les secteurs du monde sont regroupés là-dedans. Donc quand tout va bien, ça monte. Quand tout va mal, ça baisse, forcément. Vu que ça englobe tous les secteurs. Donc là, ils expliquent un peu. Voilà, la Vanguard, c'est un autre hedge fund hyper costaud qui lui verse des dividendes. Ou là, pareil, Allward, donc pareil, ça permet de se diversifier là dans les hedge funds. Donc là, lui, il a le sien qui est d'une autre liquidité, d'une autre volatilité par rapport à BlackRock, qui a d'autres conditions. Par exemple, lui décide de verser des dividendes alors que eux, non. Ici, voilà, pour se diversifier en Europe. Hop, ici, aux États-Unis, le S&P 500, tout le monde le connaît. Dans les énergies renouvelables, dans le semi-conducteur, dans les obligations, donc plutôt liées au taux d'intérêt, dans les pays émergents, l'or, ETF sur l'or, et ainsi de suite. Et il y en a plein comme ça. Donc l'idée, c'est ça. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des ETF capitalisants et des ETF distribuants. Forcément, nous, ce qu'on veut, c'est être le plus passif possible qu'on investit. Si vous achetez des ETF distribuants, ça veut dire qu'ils vont vous distribuer les ETF sur votre compte, et donc ils vont être dans votre portefeuille de manière inactive. Donc vous devez soit les retirer pour vous payer, mais ce n'est pas le but, vu que nous on part sur justement un objectif de capital pour ensuite l'enlever et avoir un capital de trading conséquent pour pouvoir, qu'il soit suffisamment grand pour pouvoir trader avec ensuite. Donc notre but, c'est pas de retirer les dividendes, c'est de ensuite les réinvestir pour faire l'effet boule de neige, donc les cumuler. Donc pour ça, il faut plutôt prendre le capitalisant. C'est ce qu'il y a, il va être mis ACC à côté, qui veut dire Accumulation. Donc c'est les ETF ACC. Si vous voyez qu'il est mis DIST, ça veut dire que c'est distribuant. Donc lui, il va vous verser des dividendes, mais c'est vous qui devez les réinvestir ensuite. Donc vous allez payer des frais à chaque fois, parce que vous réouvrez des transactions. Alors que le capitalisant, lui, il va accumuler, ok, il va accumuler les dividendes pour, automatiquement, il va le faire pour vous, réinvestir, racheter des ETF pour vous. Donc si vous avez par exemple l'ETF, admettons, ça pour l'exemple, vous avez l'ETF iShare Core MSCI World, vous en avez acheté 10, admettons. C'est le moment de verser les dividendes. Il regarde combien il vous doit. Et si par exemple il vous doit, admettons, 100 € de dividendes et que l'ETF est à 50, mais il va vous acheter 2 ETF. Donc vous étiez à 10, maintenant vous êtes à 12. En n'ayant rien fait, en étant en vacances ou peu importe où vous êtes, il va le faire pour vous. Donc dans votre portefeuille, d'un coup, vous avez 2 ETF de plus. L'année d'après, admettons que vous n'avez plus rien acheté, bah, vous en avez 12. Donc maintenant, admettons, c'est 120 €. Bah, admettons que l'ETF a baissé, il est à 20 € maintenant, bah, vous en achetez pour une quantité de 120. Donc d'un coup, vous en avez plus. Et ainsi de suite. Et plus le temps passe, plus votre portefeuille est gros, de manière passive. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre que des ETF capitalisants. Donc moi, j'ai que des ETF capitalisants. Je n'ai pas pris de distribuant ou pire, qui n'en verse pas. Donc évidemment, moi, je prends que des capitalisants. Donc plus le temps passe, plus ça gonfle, plus ça grandit. Donc évidemment, prendre des ETF suffisamment diversifiés, en acheter tous les mois, des capitalisants, et garder ce processus le temps qu'il faut jusqu'à atteindre l'objectif.
Ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Plutôt que d'épargner et d'attendre d'avoir une somme, là vous allez gagner énormément de temps, vous allez atteindre vos objectifs beaucoup plus vite. Et vous pouvez même ne faire que cette méthode-là sur 20 ans, 30 ans, et à la fin, vous dire, bah écoute, moi le trading, j'en ai rien à faire, je vais utiliser la bourse pour avoir mon capital, et puis je vais acheter un gros immeuble et faire de l'apport immobilier. Ça, c'est ou un restaurant, ou, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un très bon moyen de placer de l'argent sur du long terme de manière progressive et d'avoir un gros patrimoine à un moment donné. Grâce au rendement, parce qu'on sait que les marchés montent de toute façon sur 15 ans, ils sont clairement haussiers. Tout ce qui s'est passé en 15 ans, il y a eu des bulles, il y a eu des cracks, il y a eu plein d'événements, des hausses, des baisses. Sur 15 ans, de toute façon, c'est plus haut qu'il y a 15 ans. De toute façon, ça monte, les marchés montent. Les marchés montent, ils sont faits pour ça. On n'a pas créé les marchés financiers pour que ça baisse. C'est fait pour monter. L'euphorie des marchés, l'euphorie des traders, ça monte. Ça baisse quand il y a de la peur, quand il y a des événements et tout. Mais la finalité, ça monte. Il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs et tout s'est cassé la gueule. Le marché, il est où aujourd'hui? Sur des plus hauts, ça monte, les marchés montent. Donc n'ayez pas peur des baisses, etc. Achetez-en plus quand ça baisse, ça va monter de toute façon. On continuera d'aller au boulot, on continuera d'utiliser YouTube, Amazon, Apple, Microsoft, aller manger dehors dans les centres commerciaux, etc. On continuera de le faire. Sauf s'il y a une guerre mondiale. Là, si tout est détruit, oui, là on aura tout perdu. Mais si c'est pas le cas, il y a une petite crise, c'est pas grave, ça va remonter parce qu'on continuera, on va reprendre à un moment donné une vie normale, ils vont refaire du chiffre d'affaires et ça va tout va remonter, c'est pas un problème, faut pas avoir peur de ça. Il faut investir, ne pas se prendre la tête et se dire on se revoit dans 20 ans. J'en ai rien à foutre. Danse, fais ce que tu veux, monte, baisse, fais ce que tu veux, les montagnes russes, j'en ai rien à faire, on se revoit dans 20 ans. Et vous verrez que vous allez avoir des résultats parce qu'il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura plus de tout ça. Vous le faites de manière comme un algorithme. Tous les mois, vous investissez, vous avez votre panier d'ETF capitalisant. Tous les mois, j'achète 3 ETF de lui, 2 ETF de lui, 3 ETF. Et vous faites comme ça, vous le répétez. Et vous verrez que là, vous allez réellement avoir du résultat. Ça, c'est pour ce qui est des ETF. Sinon, il y a les actions, ce qu'on appelle les actions aristocrates, qui sont en fait des actions qui ont versé des dividendes pendant 25 ans sans jamais baisser le taux de dividende. Donc ils n'ont jamais baissé, c'est-à-dire que si par exemple ils disent que cette année c'est 1% de dividende à leurs actionnaires, bah, l'année d'après ça va être par exemple 1,5. Ensuite, j'exagère là, mais après 2, et ainsi de suite. Ça va tout le temps aller en augmentant avec le temps, et jamais en diminuant. Ça c'est ce qu'on appelle des actions aristocrates. Donc c'est aussi notre stratégie, mais c'est pas diversifié, donc là c'est un peu plus risqué. C'est-à-dire que l'objectif peut aller plus vite que prévu, qu'avec les ETF qui sont diversifiés, comme ça peut empirer, enfin être beaucoup plus tard que prévu. Parce que s'ils baissent, puis ils mettent énormément de temps avant de remonter, qu'ils stagnent dans un range pendant très longtemps, qu'ils ne versent pas de dividendes pendant 3-4 ans avant d'en reverser, ça va être déréglé. Alors que chez les ETF, c'est très rare quand ça arrive, c'est très rare. Donc vous n'aurez pas ce problème-là. Voilà, donc je resterai là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera profitable. Si elle peut changer la vie, ne fût-ce que de une personne, j'aurai largement fait mon taf. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Salut à tous.